Bonjour à tous. Alors, avant de vous lire mon résumé du livre New World Order, The Ancient Plan of Secret Societies de William T. Steele, c'est-à-dire Nouvel Ordre Mondial, le plan ancien des sociétés secrètes, je voulais vous lire donc un des passages qui m'a le plus marqué, hein, c'est celui-ci. En 1793, donc peu de temps après le début de la Révolution française, la France était en ruine et son économie détruite. Face au chômage massif, les chefs révolutionnaires lancèrent la dépopulation, Robespierre la jugeant indispensable, visant à réduire la population de 25 à 8 ou 16 millions par la terreur. Alors, nous sommes 200 ans plus tard, un petit peu plus. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Est-ce que ça ne signerait pas la présence permanente, au-delà des factions politiques, de la vie politique habituelle, une espèce de permanence en arrière-plan de super-héros inconnus ou de dirigeants occultes de l'humanité qui décident des grandes lignes ou quand il doit y avoir des morts, hein. Relisez bien ce petit passage. Les anticomplotistes pourraient nous demander une autre source, quelque chose qui subsisterait, hein. Comment ça, Robespierre a dit ça? Je vous invite à lire l'ouvrage, le texte de Ronan Y. Chalmin, qui s'appelle La République populicide, relire du système de dépopulation de Babeuf. Babeuf a écrit du système de dépopulation, dans lequel il semble, je ne l'ai pas encore lu, mais dans lequel il semble dénoncer les comités révolutionnaires de l'époque. Il dit qu'il y avait un rapport avec les massacres de la guerre de Vendée, et il parle aussi du projet de son implication, donc de dépopulation, à toutes les parties de la République. Donc là-dedans, je suis sûr qu'on a des choses extrêmement intéressantes. Donc je vous rappelle, un Babeuf, c'est un de ceux qui a pavé la voie au proto-communisme, hein. C'était un socialiste, un communiste avant l'heure. Mais je trouve très intéressant son angle, qui est de dire, en fait, ces élites-là, elles veulent appliquer une dépopulation systématique. On est bien au-delà d'un simple système politique. Leur plan, c'est de tuer un maximum de monde, quoi. Nous commençons avec mon résumé. Donc ce livre révèle un plan ancien, dissimulé depuis des siècles au sein de sociétés secrètes, visant un gouvernement mondial unique, un nouvel ordre mondial. Ce dessin est si ancien qu'il est évoqué dans la Bible comme le règne de l'Antéchrist. Contrairement à d'autres ouvrages, il trace l'origine du plan bien avant les Illuminati de 1776, établissant une continuité entre sociétés secrètes anciennes et modernes. L'ouvrage expose les objectifs de ces groupes, leurs méthodes, symboles, et comment leurs propres membres sont manipulés. Il démontre leur influence profonde sur les événements historiques passés et présents, et propose des moyens de les contrecarrer. L'auteur se concentre principalement sur la franc-maçonnerie, la décrivant comme la plus grande, la plus ancienne et la mieux documentée. Il précise que la majorité des maçons ne sont pas malveillants, mais que l'organisation dissimule une doctrine interne occulte à une élite, attirant le public avec une doctrine externe, bénigne. L'intention n'est pas de dénigrer tous les membres, dont beaucoup sont philanthropes et bien intentionnés, mais de démasquer les dirigeants qui cachent un agenda. Le livre affirme que ce grand plan pour la conquête mondiale, perçu par certains maçons comme menant à la paix, est en réalité une imposture orchestrée par des individus malveillants cherchant une dictature mondiale de fer. Comprendre cette menace est essentiel pour s'y opposer efficacement. L'intérêt de l'auteur pour les sociétés secrètes a débuté en octobre 1973, suite à un mémo de son père, un officier de l'Air Force à la retraite. Le mémo rapportait une proposition d'un contact de la Maison-Blanche concernant un coup d'État militaire pour maintenir le président Nixon au pouvoir, dans un contexte de forte tension politique, Watergate, accusations contre la CIA, etc. Le mémo décrivait l'existence de comités œuvrant pour un troisième mandat de Nixon, l'un d'eux envisageant un coup militaire en cas d'échec des voies constitutionnelles. L'auteur a alors alerté la presse, expérimentant des événements dignes de romans d'espionnage, avant de se retirer, ayant toutefois informé les autorités. Donc vous voyez déjà à l'époque, il y avait des politiciens qui souhaitaient faire un troisième mandat contre leur propre constitution, hein. L'auteur, confronté à l'intrigue du coup d'État de 1973, perçoit une influence ancienne. Il postule que des sociétés secrètes ont impacté l'histoire et manipulé Nixon, le jetant, entre guillemets, après usage.
Ce groupe, sans nation, motivé par l'argent, le pouvoir, vise un gouvernement mondial sous son contrôle, le nouvel ordre mondial. Chronologie des faits. Juin 72, le Watergate. Des ex-agents de la CIA, sur ordre de la Maison-Blanche, cambriolent le DNC cherchant des preuves de financement illégal de McGovern. Été 1973, un comité pro-Nixon tente d'abroger le 22e amendement pour un troisième mandat, sans succès. Septembre 1973, affaire Agnew. Louis Tackwood révèle un plan pour créer le chaos, émeute, assassinat d'Agnew indirect, attentat, afin de justifier la loi martiale et de suspendre les droits. La démission d'Agnew, ou Agnew, je ne sais pas comment on dit, 10 octobre 1973, pour corruption potentiellement orchestrée par la Maison-Blanche, renforce ces allégations. John Dean évoque des complots d'assassinat. Le chaos est un préalable au coup. 11 septembre 1973, coup d'État au Chili. Crainte d'une implication domestique de l'expertise de la CIA. 3 octobre 1973, le père de l'auteur est sondé sur un coup militaire. Il diffuse donc un mémo. 20 octobre 1973, massacre du samedi soir. Nixon renvoie Cox, Richardson et Ruckelshaus démissionnent. Haig fait une déclaration explosive inaperçue en 1981, passé inaperçu. 22 décembre 1973, Nixon sollicite les chefs d'état-major pour une action extra-constitutionnelle perçue comme un sondage de loyauté pour un coup d'État. 1974, des hauts fonctionnaires craignent des mesures extra-constitutionnelles. Schlesinger sécurise la chaîne de commandement militaire contre des ordres illégaux, étudiant la mobilisation de la 82e aéroportée pour contrer les marines loyaux à Nixon. Le général Robert Cushman, loyal à Nixon et lié au Watergate, est identifié comme potentiel acteur d'un coup et surveillé d'un coup d'État. 2 août 1974, Haig informe Kissinger que Nixon envisageait d'encercler la Maison-Blanche de troupes, idée jugée absurde. Avril 1981, opération Survival du Liberty Lobby 1970 visait à financer une dictature militaire de droite aux États-Unis. Motivation niée. Le sénateur Goldwater, en 1980, a évoqué des projets de coup d'État en 73-74, mais il les a qualifiés de rumeurs infondées dans son autobiographie de 1988. Ça, c'est vous savez, les ancêtres de ceux qui nous traitent de complotistes, affirmant que Haig lui-même en était conscient. L'objectivité de Haig, chef de cabinet à la Maison-Blanche, est suspectée par certains et remise en question. Goldwater aurait pu vouloir protéger le Parti républicain ou l'intérêt national. En 1987, le sénateur Kennedy a rappelé à Elliot Richardson les 7 jours d'octobre 1973, suggérant que la critique publique a empêché une issue plus grave. L'auteur estime que l'incident n'était pas isolé, mais lié à un plan plus vaste visant à éliminer le gouvernement constitutionnel dont les instigateurs auraient surestimé leur force. Des rumeurs de l'époque suggéraient qu'un groupe clandestin, ayant orchestré le coup chilien de septembre 1973, s'intéressait aux problèmes de Nixon. Malgré son image de droite, les politiques de Nixon inclinaient à gauche, surprenant même les libéraux. L'historien John Kenneth Galbraith a noté ce virage vers le socialisme entre guillemets. Nixon s'étant entouré d'universitaires socialistes. Après sa défaite de 1962, Nixon a été réhabilité politiquement et financièrement par Nelson Rockefeller, travaillant pour son avocat et résidant dans son appartement. Il a nommé des proches de Rockefeller, comme Henry Kissinger, à des postes clés. Son administration a mis en œuvre un programme pro-soviétique appelé Nouvel Internationalisme, ou Détente, qui a étonné le président Lyndon Johnson par son ampleur. Un chroniqueur a même suggéré que le programme de Nixon était en réalité celui des démocrates libéraux. Le budget de Nixon, 1971, était jugé par James Reston comme gauchiste, axé sur le bien-être et déficitaire, le rendant irrationnel. Nixon aurait été un pion manipulé par des sociétés secrètes. Alors, on a retrouvé un document récemment, un document audio que je vous avais diffusé dans une de mes vidéos, où Nixon, il fait une petite allusion au Bohemian Grove, et donc il dit qu'il s'y rend de temps en temps. Hein, donc on sait qu'il a participé au moins au Bohemian Grove. La gauche était incitée à la révolte, la droite a supprimé les garanties constitutionnelles, créant un vide de pouvoir. Des preuves indiquent que de grands intérêts commerciaux, exemple Business International Roundtables, Esso Rockefeller,
finançait des manifestations radicales, comme le SDS en 1968, pour se positionner au centre tout en faisant avancer des agendas de gauche. Le chaos politique mène à la perte de liberté. Alors, petite parenthèse, c'est Anthony Sutton, hein, je crois, et aussi le père Régin Ball au Canada qui parlait de ces round tables, donc de ces tables rondes mystérieuses. Après la démission de Nixon, 1974, l'option du coup militaire échoua. Les planificateurs se sont alors tournés vers une tentative législative. Convoquer une convention constitutionnelle via les États, article 5. En 1975, 6 États adoptèrent des résolutions, 30 en 1979, mais le mouvement ralentit ensuite. En 1984, James McGregor Burns, CCS, admit qu'il fallait affronter directement la structure constitutionnelle pour renverser les fondateurs. Rexford Guy Tugwell, 1974, proposait une constitution abrogeant liberté d'expression et de réunion en urgence et considérant la religion comme un privilège. Alors, est-ce que ça vous rappelle pas des choses, ça? Proposer une constitution abrogeant liberté d'expression et de réunion en urgence. Ça vous rappelle pas la période de Covid? Et aussi ce qu'on a eu vers Naël, tout ça, enfin, toutes ces agitations. Je continue. L'objectif des sociétés secrètes serait un gouvernement mondial, nouvel ordre mondial. Le texte critique cette idée, citant Lord Acton sur la corruption du pouvoir absolu, craignant une dictature. Ben oui, quand le pouvoir est entre quelques mains seulement, ça augmente évidemment le pouvoir d'une dictature, même si c'est aux mains d'une société privée, par exemple multinationale. C'est encore pire. Le nationalisme, bien que cause de guerre, est préférable à une souveraineté mondiale sans sagesse incorruptible. Les États-Unis vivent dans une bulle dorée de liberté menacée par ces sociétés secrètes et le livre vise à sa préservation. Les sociétés secrètes existent depuis l'Antiquité. La franc-maçonnerie est la plus grande et la plus ancienne, historiquement essentielle pour le pouvoir. 17 présidents américains sont listés comme maçons, d'autres sont suspectés de l'avoir été. Manly P. Hall, un maçon de haut rang, affirme leur influence politique considérable. La Bible maçonnique déclare que le destin des États-Unis a été largement déterminé par des maçons pendant plus de 150 ans. Alors, il faut ajouter que Manly P. Hall, c'était pas un complotiste, hein, c'était un ésotériste, et il faut savoir que quelques années avant sa mort seulement, les maçons lui ont attribué le 33e degré, hein, c'est marqué sur sa biographie Wikipédia, lui ont attribué le 33e degré à titre honorifique. Donc, quand il disait ils ont une influence politique considérable, il ne le considérait pas comme faux. Hein. Il ne le voyait pas d'un mauvais œil. Hein. C'est ce qu'on peut dire. Et la Bible maçonnique déclare que le destin des États-Unis a été largement déterminé par des maçons pendant plus de 150 ans. Harry S. Truman était franc-maçon. Un journal maçonnique affirmait en 1948 que 10 à 20% de la population pensante adulte américaine était sous influence maçonnique. La franc-maçonnerie remonte à plus de 5000 ans aux sociétés secrètes égyptiennes, ces symboles, prises, signes, tabliers, se retrouvant dans les tombes antiques. Justement, à ce propos, hein, je vous ai fait un résumé du livre justement de Manly P. Hall qui s'appelle Franc-maçonnerie égyptienne. Certains auteurs maçonniques revendiquent une antiquité encore plus grande, antérieure aux religions actuelles et aux pyramides. Albert Pike, figure majeure, situe ses origines au berceau de la race humaine. Manly Hall, 33e degré, comme je vous disais, la lie au royaume mythique d'Atlantis, ombre de la grande école des mystères atlantes. La plupart des maçons la voient comme une organisation fraternelle, mais ces lumières, entre guillemets, la considèrent gardienne des mystères, secret occulte basé sur la magie rituelle. Ceux-ci visent le pouvoir, la richesse, le contrôle des hommes et des nations, et une forme d'immortalité. Pike décrit la maçonnerie comme une image imparfaite des mystères, altérée par l'histoire. Osiris et Isis sont essentiels à l'histoire maçonnique. Isis est associée à la prostitution, Osiris, dieu des enfers, dieu sombre au mal. L'œil ou œil maléfique, hiéroglyphe égyptien, est un symbole maçonnique de représentant Osiris. Cet œil d'Osiris domine les documents maçonniques et le grand sceau des États-Unis, billet de $1 suggérant l'influence des sociétés secrètes dans la fondation et l'actualité américaine. Alors, petite parenthèse, il fait quelques erreurs là, l'auteur. Osiris n'est pas rattaché au dieu des enfers, qui a d'ailleurs un autre nom, c'est plutôt Anubis, non? Et c'est pas l'œil d'Osiris, c'est l'œil d'Horus, qui est le fils d'Osiris.
hein, voilà. L'étoile à 5 branches maçonniques, la Flaming Star, a des racines égyptiennes. Pike révèle qu'elle représentait Sirius, l'étoile du chien, annonciatrice de la crue du Nil et l'omniscience. L'œil omniscient, emblème d'Osiris créateur pour les Égyptiens. Alors, petite parenthèse, qui c'est qui voyait Sirius d'une haute importance? C'était notamment, vous savez, l'ordre du temple solaire, l'OTS. Ils sont tous apparemment partis vers Sirius en se suicidant collectivement, hein. Ou peut-être qu'on les a un peu aidés à se suicider, on ne sait pas. Le levier héliaque de Sinus, Sotis, apparaissant rouge à l'horizon, marquait le nouvel an égyptien et fondait le calendrier sotique, illuminisme. Le nom latin Rubeola pour Sirius au VIe siècle, signifiant rouge, déroute les astronomes modernes. Le soleil, cercle avec point, symbolise le maçon, sa sagesse rayonnante. D'ailleurs, c'est un symbole qu'utilise beaucoup Adam Weishaupt dans ses écrits pour communiquer avec ses autres frères, hein, des Illuminés de Bavière. C'est un symbole dans les textes en allemand d'origine, on voit beaucoup ce symbole, donc un cercle avec un point au milieu. Et du coup, Augustin Barrel aussi, hein, dans son livre sur l'illuminisme, enfin qui dénonce l'illuminisme, il montre ce symbole plusieurs fois dans l'ouvrage. Les maçons croient que Dieu parle à travers eux, illuminés entre guillemets. Le maître maçon est un soleil, porte-parole du Très-Haut. Son symbole est le soleil levant. La maçonnerie est vérité éternelle, l'illumination son maître. La numérologie est cruciale. 3, 5, 7 sont sacrés. Les nombres impairs, symbolisant l'exclusivité masculine, sont privilégiés. 7 est particulièrement sacré, lié aux étapes de la vie humaine. La numérologie maçonnique, bien que parfois jugée absurde, est omniprésente dans l'art et la littérature. La maçonnerie promeut une religion nommée illuminisme, euphémisme pour luciférianisme, distinct des Illuminati du XVIIIe siècle. Albert Pike, figure majeure, affirmait en 1889 que la religion maçonnique, entre guillemets, devait être maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne par les initiés des hauts degrés. Pike cumulait alors les plus hautes fonctions maçonniques mondiales. L'illuminisme enseigne que l'homme peut devenir Dieu par étapes initiatiques. Pike, dans Morals and Dogma, Morale et dogme, ouvrage de référence, suggère qu'aider la vérité aligne l'individu avec Moïse, le Christ et la divinité. Devenir un dieu, soi-même, autorise à créer ses propres règles, justifiant crime et débauche. Les illuministes croient que leur savoir secret apporte plus de sagesse que les religions conventionnelles. Manly Hall décrit la franc-maçonnerie comme une expression universelle de sagesse divine, une philosophie secrète et sacrée, révélée par des esprits illuminés. La philosophie maçonnique est ambiguë, offrant des interprétations chrétiennes ou déistes. Les maçons revendiquent des vérités bibliques ou islamiques comme maçonniques. Exemple, Adam et le tablier. Ces affirmations visent à faire croire que la sagesse des âges est exclusive à la maçonnerie. Des références lucifériennes sataniques existent dans des sources plus secrètes. Colin F.W. Dyer note que les interprétations chrétiennes et non chrétiennes sont également valides, car les emblèmes silencieux recèlent plusieurs significations, l'explication officielle n'étant ni l'originale ni la plus profonde. Le candidat chrétien, entre guillemets, est progressivement orienté vers le déisme. Dieu créateur mais non intervenant. Jésus prophète, l'homme peut devenir Dieu par la raison, l'illumination. Cette confusion s'explique par la doctrine externe pour le public et interne pour l'élite. La progression maçonnique est une série de couches d'oignons menant à la vérité centrale. Adam Weishaupt conseillait de dissimuler le vrai but aux grades inférieurs. Pike révélait que la maçonnerie améliore le christianisme, promouvant l'égalité politique, là où le christianisme insistait sur l'obéissance. Pike admettait que les 3 premiers degrés, bleu, dit bleu, induisent intentionnellement les initiés en erreur par de fausses interprétations, la vraie explication étant réservée aux adeptes. La maçonnerie est un sphinx, ses profondeurs cachées au grand nombre. Les maçons prêtent des serments de sang, de secret sous peine de mort. Les objectifs ne sont révélés que graduellement. Une source maçonnique, la maçonnerie devrait être ressentie partout mais jamais dévoilée, je cite, toute sa force réside dans sa discrétion. Le progrès d'un maçon stagne s'il n'accepte pas la nouvelle moralité. La maçonnerie maintient le secret pour 2 raisons. Éviter l'effondrement si les épouses connaissaient les serments de sang,
donc les épouses des maçons, et prévenir les persécutions historiques déclenchées par la révélation de ces secrets. La maçonnerie intègre une numérologie symbolique et promeut l'illuminisme, euphémisme du luciférianisme distinct donc des Illuminati. Albert Pike, figure majeure, affirmait en 1889 que la religion maçonnique devait maintenir la pureté de la doctrine luciférienne, comme on l'a déjà vu. Le secret maintient l'élitisme et prévient l'effondrement ou les persécutions. Adam Weishaupt soulignait que le secret accroît le zèle. Manny Hall lie la maçonnerie à Lucifer, affirmant que maîtriser ces énergies bouillonnantes, je cite, est essentiel. La maçonnerie est une philosophie superflue aux religions, une science de l'âme servant la lumière. Le dieu de la maçonnerie est Lucifer, que peu de maçons connaissent. Les lucifériens se croient bienfaisants, à l'inverse des satanistes qui admettent le mal. La tradition biblique décrit Lucifer comme un ange déchu devenant Satan. Les sociétés lucifériennes nient cette chute, croyant que Lucifer est Dieu depuis la création et que le Dieu chrétien, Adonai, est maléfique. Cette dualité, Lucifer bon, Adonai mauvais, est symbolisée par le yin et le yang ou le damier des loges. Lucifer se subdivise en Isis et Osiris. Le calendrier maçonnique utilise Anno Lucis, AL, année de lumière ou Lucifer, comptant depuis la création. Lors du 18e degré Rose-Croix, les maçons pleurent la naissance du christianisme, perçu comme l'antagoniste de la maçonnerie. Chrétiens et satanistes croient que Lucifer est devenu Satan. Les satanistes adorent le mal, considérant les mythes lucifériens comme des tromperies. Le luciférianisme prétend être bon, tandis que le satanisme admet être mauvais. Copin Albancelli, expert en occultisme, a confondu Lucifer et Satan, décrivant des sociétés maçonniques sataniques vénérant Lucifer comme vrai Dieu et haïssant le Dieu chrétien jugé imposteur. Le credo maçonnique évoluerait vers « gloire et amour pour Lucifer, haine au Dieu maudit ». Une version française de la maçonnerie inverserait les 10 commandements chrétiens. Des maçons anglo-américains nient ces doctrines, qualifiant la maçonnerie française de « mauvaise ». Mais tous prêtent des serments de sang similaires en montant en grade. Lucifer et Satan incitent à la révolution contre toute autorité, caractéristique de la maçonnerie, contrairement à l'obéissance biblique. L'illuminisme prône la révolution, l'homme n'ayant pas besoin de Dieu. Le serpent de l'Éden promettait la divinité, un désir exploité par les sociétés secrètes. La doctrine luciférienne promet l'illumination et la divinisation par la connaissance secrète. Les philosophies illuministes se retrouvent dans toutes les cultures, les dieux païens persistant sous divers noms. Lucifer et Satan incitent à la révolution contre toute autorité, caractéristique de la maçonnerie, contrairement à l'obéissance biblique. L'illuminisme prône la révolution, l'homme n'ayant pas besoin de Dieu. Le serpent de l'Éden promettait la divinité, un désir exploité par les sociétés secrètes. La doctrine luciférienne promet l'illumination et la divinisation par la connaissance secrète. Des philosophies illuministes se retrouvent dans toutes les cultures, les dieux païens persistant sous divers noms. Le maintien du secret dans ces sociétés s'assure par la criminalité commune, comme l'illustre le scandale athénien des statues d'Hermès mutilées par des conspirateurs. Manly Hall évoque une société super secrète, l'ordre des Illuminés, supérieure à la maçonnerie, fondement des civilisations et détentrice d'un grand plan Atlante. Ce plan, hérité par les Égyptiens, visait à créer une nouvelle Atlantide, en Amérique, pour une démocratie universelle. Ce projet, inspiré depuis l'Antiquité, perdure. L'illumination est une lumière, entre guillemets, ou connaissance secrète. L'illumination est un éclair de compréhension, et non un savoir acquis. Une seconde naissance par l'intelligence éclairée qui transcende race et nation, formant une race internationale héritière de la Terre. Cette connaissance secrète est leur salut. Leur méthode inclut rituels occultes, danse extatique, rites sexuels, tantrisme, sacrifice, satanisme et substances psychotropes pharmachéia. Le gnosticisme, 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, branche illuministe, propose le salut par la gnosis, connaissance magique, via des orgies sexuelles. Il méprise la moralité conventionnelle, la gnosis rendant l'individu Dieu, immunisé contre le péché, justifiant l'indulgence. L'expérimentation mène à la perfection. Cavendish et Webster lient le gnosticisme au satanisme, à la magie noire et à la systématisation de la perversion masquée, altérant morale et religion.
Il prône que la fin justifie les moyens et rejette la moralité absolue. L'homme est divin, ses actes louables, les péchés non condamnables. La croyance en Lucifer est centrale. Miller décrit les gnostiques comme supérieurs, détenteurs d'un savoir suprême, libres de débaucher. Elle les désigne mères de la franc-maçonnerie. Le G maçonnique signifie gnosticisme pour les initiés kadosh, âme et moelle de la maçonnerie, Pike, glorifiant l'antichristianisme. Les Illuminati, antérieurs à 1776, sont liés au culte égyptien par la maçonnerie. Le terme fut appliqué aux Alumbrados espagnols, 1492, condamnés par l'Inquisition. D'autres les rattachent aux Illuminés de Joachim de Flore, XIe siècle, initialement chrétiens, mais devenus violents, ou à l'ordre des assassins ismaéliens, 1090, qui utilisaient hashish et meurtre pour l'illumination, acquérant la gnosis des victimes, expliquant les sacrifices sataniques. Des effets similaires sont recherchés par la danse, les drogues, le tantra et les rituels de sorcellerie. Le sacrifice animal est une autre voie vers la gnosis, jugée par les satanistes plus puissant que sexe, drogue ou danse pour atteindre divinité, immortalité. L'illuminisme est la religion d'un Lucifer bienveillant et non Satan. Il se masque en idéalisme politique pour éradiquer religion, surtout le christianisme, et monarchie, visant un contrôle global via une démocratie universelle. Satan se déguise en ange de lumière. Les sociétés secrètes ont un plan ancien pour un gouvernement mondial, une nouvelle Atlantide que les maçons britanniques du XVIIe siècle croyaient émerger d'Amérique du Nord. La légende de l'Atlantide, souvent vue comme mythe, partage des similitudes frappantes avec le déluge biblique, suggérant un même événement. Sa destruction fut tragédie pour les sociétés secrètes, nécessité due à la corruption pour la Bible. Manly Hall affirme l'Atlantide centrale à leur philosophie, la maçonnerie étant l'ombre de son école des mystères. Donnelly, 1882, voit le déluge comme destruction de l'Atlantide, civilisation avancée mais corrompue, anéantie par l'eau. Les sociétés secrètes visent à réinstaurer cette civilisation prédiluvienne corrompue. La Bible prédit retour du Christ dans une société similaire à celle de Noé. La source de la légende est le Chrysias de Platon, basé sur Solon, 595 avant Jésus-Christ, qui l'apprit des prêtres égyptiens d'Isis. Les initiés détiendraient des informations supplémentaires. Hall décrit Solon découvrant des piliers d'oricalque sous terre, portant les lois atlantes pour guider l'humanité jusqu'à la renaissance de cette civilisation. L'Atlantide, 10 000 ans avant la Grèce, était gouvernée par une ligue de 10 rois, 7 sur les îles, 3 sur les continents. Leur tentative de conquête, vers environ 10 000 avant Jésus-Christ, provoqua la colère de Zeus, qui engloutit l'île et ses 60 millions d'habitants. Presque toutes les civilisations ont une légende de déluge. Velikovsky l'attribue à un phénomène astronomique. Hall dit que la destruction de l'Atlantide a fait perdre le modèle de gouvernement idéal, dont les maçons ont conservé les secrets. L'humanité a oublié le meilleur mode de vie, acceptant le mal. L'empire philosophique, démocratie des sages, reviendra. Solon a pris des colonnes atlantes un guide pour un futur gouvernement des nations. Hall et les maçons omettent que ce modèle idéal, donc Hall c'est Manly Hall, causa la destruction de l'Atlantide. Hall lie la légende atlante aux objectifs du nouvel ordre mondial, identifiant la Ligue des 10 rois, communauté coopérative, comme la forme naturelle de gouvernement, détruite par l'égoïsme. Les élites des sociétés secrètes visent à rétablir cette nouvelle Ligue atlante. Les chrétiens y voient la dictature de l'Antéchrist, Apocalypse 13.1, symbolisée par une bête à 7 têtes et 10 cornes, 10 rois dont un qui est brutal. La légende atlante fonde l'idéologie des sociétés secrètes pour un gouvernement mondial éclairé, entre guillemets, signifiant sans religion ni superstition. Hall explique l'œuvre millénaire des sociétés secrètes pour une démocratie éclairée, malgré la persécution chrétienne. Ce concept est aujourd'hui incarné par l'ONU, les Nations Unies. Les sociétés secrètes, présentes mondialement depuis l'Antiquité, maintiennent le secret pour éviter persécution et préserver leur savoir. Des loges maçonniques anciennes ont été découvertes chez les Anasasis. Le nom America pourrait dériver d'Amaruca, terre du serpent à plumes, vous savez, le Quetzalcoatl, territoire donc d'Amaru Quetzalcoatl, ou terre de Lucifer selon Hall. D'ailleurs, vous avez un film, une petite parenthèse très étrange que j'adore, j'avais vu, ça m'avait terrorisé quand j'étais enfant. C'est Épouvante sur New York,
Le serpent ailé, The Winged Serpent. Ouais, je vous laisse le trouver. Il y a des gens qui font des rites incas ou aztèques en plein New York dans les années 70. Pour les sociétés secrètes, Lucifer est un dieu bienveillant, Prométhée, dieu retenant le savoir. Quetzalcoatl, homme blanc aux robes rouges, confia ses enseignements à un ordre de prêtres avant son départ, promettant son retour, expliquant l'accueil des Espagnols. Sir Francis Bacon, figure maçonnique et rosicrucienne, est l'auteur de la Nouvelle Atlantide, promouvant une société utopique en Amérique. Hall le considère comme le vrai père de la démocratie et initiateur du 6e grand empire du monde occidental. Francis Bacon est présenté comme le vrai fondateur de l'Amérique et gardien de son histoire. Sa filiation est controversée. Certains pensent qu'il est le fils secret de la reine Élisabeth I et de Lord Robert Dudley, héritier légitime du trône britannique, adopté par les Bacon. Elizabeth et Dudley se seraient mariés secrètement avant son couronnement. Bacon, initié à l'occulte, se disait détenteur de toute la connaissance. Il est considéré comme le fondateur de la franc-maçonnerie et une figure clé de l'ordre Rose-Croix, ayant préservé la doctrine secrète. Il promut le grand plan d'une communauté idéale en Amérique, inspirée de sa Nouvelle Atlantide, visant à réorganiser le monde et restaurer la maîtrise humaine sur la nature. Des messages codés, les chiffres baconiens, auraient été utilisés par Christophe Colomb, suggérant un lien entre Colomb et les sociétés secrètes de Bacon. Le grand plan fut mis en œuvre lentement par des initiés sur plusieurs générations. La Nouvelle Atlantide de Bacon, publiée après sa mort, contient des significations maçonniques cachées, comme le symbole du temps révélant la vérité. Une seconde partie de l'ouvrage, décrivant les gouverneurs de l'Empire philosophique, aurait été supprimée pour protéger des individus. Ce document secret aurait été apporté à Jamestown en 1653 par Nathaniel Bacon, un descendant, et enterré dans la Bretton Vault. Nathaniel Bacon instigua la première révolution américaine entre guillemets en 1670, incendiant Jamestown et prenant la Virginie. Thomas Jefferson vénérait Bacon. Sir Walter Raleigh, membre du cercle baconien, explora l'Amérique en 1585. Raleigh, membre du cercle baconien, voyait l'Amérique comme la Nouvelle Atlantide. Son expédition de 1585 échoua, les colons ne trouvant pas d'or et subissant des attaques. Une génération plus tard, la Virginia Company fut créée, avec Francis Bacon, sous prétexte de christianiser les sauvages, entre guillemets. Les 144 premiers colons de Jamestown, 1607, majoritairement des gentilshommes cherchant la richesse, refusèrent le travail manuel, dépendant du chef Powhatan. En 2 ans, seuls 38 survécurent. Les sociétés secrètes anglaises tentèrent de cacher ces échecs. Une mission de ravitaillement en 1609 fut frappée par un ouragan. La tempête de Shakespeare, 1611, s'en inspira, décrivant une île magique sans travail ni propriété privée, reflétant un idéal communautaire. Alors, oui, c'est là où je voulais en venir, ça je l'ai toujours dit, des centaines d'ouvrages attribuent les pièces de Shakespeare à Francis Bacon. Donc Shakespeare n'aurait été qu'un pseudonyme. William Shakespeare, un roturier potentiellement illettré, est jugé incapable d'avoir écrit ses œuvres, démontrant une vaste connaissance de la cour et des langues. Mary Bower Hall affirme que seul Bacon pouvait en être l'auteur. Les pièces dépeignant des scandales de la cour britannique impliquant la famille de Bacon, d'où la nécessité de cacher son identité. Bacon et Robert d'Evreux auraient été les fils secrets d'Élisabeth I et de Lord Dudley, adoptés. Alors vous notez que des noms comme d'Evreux, c'est des anglo-normands. C'est de la ville d'Evreux, évidemment, dans l'origine de ce genre de nom, je veux dire. Bacon, ayant appris son origine à 16 ans, fut écarté du trône. D'Evreux fut exécuté pour trahison en 1601, Bacon le poursuivant en tant qu'avocat de la reine. Hamlet est interprété comme le récit tragique de la famille de Bacon, utilisant Shakespeare, un palefrenier, comme prête-nom pour protéger Bacon et la reine. Shakespeare devint riche en 1602. Il mourut en 1616. Ben Jonson, ami de Bacon, aurait retiré Shakespeare prématurément, l'ayant empoisonné. La mort de Shakespeare, le plus grand dramaturge, fut ignorée par ses contemporains. Son testament ne mentionnait aucun livre ni manuscrit. Le premier folio parut 7 ans après son décès, sans réclamation d'héritier. Elizabeth Wells Gallup, cryptologue, conclut que Francis Bacon était l'auteur des œuvres de Shakespeare, jugeant impossible qu'un homme de naissance paysanne ait pu les écrire. L'importance de cette paternité réside dans le génie de Bacon et son influence sur les sociétés secrètes actuelles respectueuses de son plan
pour une nouvelle Atlantide. Manly Hall affirme qu'une société secrète baconienne fut établie en Amérique, s'étendant en Amérique du Sud, Simon Bolivar, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Ces sociétés jouèrent un rôle dans la colonisation, mais les chrétiens devinrent un obstacle à leur nouvel ordre mondial, visant un gouvernement mondial unique. En Amérique, une force chrétienne s'opposa aux sociétés secrètes. John Wycliffe, XIVe siècle, traduisit la Bible en anglais, du latin, formant l'ordre des pauvres prêcheurs, l'Olar, stimulant l'alphabétisation. Malgré sa mort, ses os et ses livres furent brûlés. Un siècle plus tard, William Tyndale traduisit le Nouveau Testament du grec, publié en Allemagne, et fut brûlé pour hérésie. Henri VIII autorisa ensuite la Bible de Tyndale. La version King James 1611 s'en inspira. Deux groupes chrétiens émergèrent, les puritains, cherchant à reformer l'Église d'Angleterre, et les séparatistes pèlerins, la jugeant irréformable. Persécutés par Jacques Ier, les pèlerins s'exilèrent en Hollande, puis menés par William Bradford en Amérique pour la liberté religieuse. Ils y voyaient une nouvelle Jérusalem, accomplissement d'une prophétie, à l'instar des baconistes et leur nouvelle Atlantide. Le Mayflower, dérouté, arriva au Cap Cod en 1620. Les pèlerins rédigèrent le Mayflower Compact, un gouvernement civil fondé sur des principes chrétiens. Contrairement aux colons de Jamestown, ils choisirent un site favorable, bien approvisionné en eau et avec des terres déjà défrichées. La terre fertile de Plymouth était due à une peste ayant décimé la population indigène, offrant une opportunité aux colons. Le premier hiver fut fatal à près de la moitié des pèlerins, mais aucun ne retourna en Angleterre. William Bradford, devenu gouverneur, remplaça le système communal jugé inefficace et source de famine par l'attribution de parcelles individuelles aux familles. Cette réforme rendit la colonie autosuffisante et prospère. Bradford critiqua le communisme platonicien, source de confusion et mécontentement. Plymouth et Jamestown illustrèrent deux systèmes rivaux, propriété individuelle contre le communal. La persécution en Grande-Bretagne mena à l'exode puritain vers l'Amérique, attirant des familles influentes et de la richesse. Jamestown survécut en adoptant le travail obligatoire et les valeurs familiales. Au XVIIIe siècle, les sociétés secrètes européennes s'implantèrent en Amérique. La prédominance chrétienne força les francs-maçons à intégrer le Christ comme « grand maître » entre guillemets, et la Bible dans leurs rituels, bien que symboliquement subordonnés aux outils maçonniques. Benjamin Franklin, figure de la Révolution américaine, fut un auteur populaire et ambassadeur en France. Membre influent de sociétés secrètes, grand maître en Pennsylvanie, maître de la Loge des Neuf Sœurs à Paris, il obtint le soutien français à la Révolution par sa propagande. Il popularisa le concept de révolution vertueuse, rendant les révolutions acceptables alors qu'elles étaient auparavant vues négativement. George Washington, franc-maçon dès 20 ans, soutint la maçonnerie américaine. Il refusa sa direction et critiqua en 1798 les clubs jacobins et les Illuminati comme diaboliques et pernicieux. Il nia avoir présidé des loges anglaises et affirma que les loges américaines n'étaient pas contaminées entre guillemets par les principes des Illuminati. Les maçons américains distinguent leur maçonnerie de la britannique, jugée honorable et pro-ordre de la continentale, de la maçonnerie continentale, c'est-à-dire française, italienne, etc. Washington, en 1798, confirma la propagation des doctrines Illuminati et jacobines aux États-Unis. La maçonnerie était courante. La plupart des pères fondateurs, 50 des 55 membres de la Convention constitutionnelle, 24 des généraux de Washington, des 56 signataires de la Déclaration d'indépendance étaient maçons. Des publications maçonniques affirment que les maçons ont initié et mené la guerre. La Boston Tea Party fut une réunion maçonnique organisée par des maçons, frères Brady, Paul Revere. La discrétion des loges servait de couverture aux activités révolutionnaires. La plupart des maçons y voyaient une fraternité œuvrant pour l'indépendance et non une conspiration. Adam Weishaupt, chef des Illuminati, décrivit une philosophie adaptative, invitant les chrétiens à se libérer des préjugés religieux. Il présenta Jésus comme le grand maître de leur ordre, combinant doctrine secrète et religion populaire révélée à une élite. Cette tactique trompa l'élite révolutionnaire et les maçons chrétiens, présentant la maçonnerie comme le salut de la chrétienté. Le professeur John Robison ne fut pas dupe. Et, petite parenthèse, il a écrit un ouvrage similaire à celui d'Augustin Baruel à l'époque.
Bien que les sociétés secrètes aient influencé le changement politique, la majorité de la population était chrétienne, 2 millions sur 3,25 millions en 1787. Jedidiah Morse souligna que la liberté et le bonheur dérivaient de l'influence chrétienne. La Bible était le manuel politique et ses références prédominaient dans l'éducation. Daniel Webster insista sur l'origine religieuse de l'Amérique. Malgré la présence maçonnique, le christianisme exerçait une influence égale. La Déclaration d'indépendance en témoigne, les délégués chrétiens modifièrent le Dieu de la nature de Jefferson, concept déiste de Rousseau, en juge suprême du monde et providence divine, évitant les références directes au christianisme pour la tolérance religieuse, entre guillemets. Le droit au bonheur de Jefferson remplaça le concept original de droit à la propriété, pourtant central pour les colons et Madison, qui le jugeaient vital pour la liberté individuelle. Le slogan vie, liberté et propriété était un concept unifié. L'influence de John Locke est perceptible. Ses écrits de 1689 définissant la propriété comme vie, liberté et bien, et le but du gouvernement comme sa préservation. Il associait les droits de propriété au commandement biblique affirmant que l'individu possède sa personne et son travail. Le premier congrès continental, 1774, adopta vie, liberté et propriété, mais Jefferson modifia cette formule en vie, liberté et recherche du bonheur. L'influence de l'illuminisme, ou des principes des sociétés secrètes, est présentée comme ayant mené à un système bancaire central usuraire et à une fiscalité punitive, au lieu du gouvernement protecteur de la propriété envisagé par Locke et Madison. Le grand sceau des États-Unis est imprégné de symbolisme des sociétés secrètes. L'Avers présente un hybride d'aigle et de phénix. Le phénix, symbole égyptien et atlante, représente l'immortalité, la résurrection, l'initié renaissant et une Atlantide renaissante en Amérique. Des pièces anciennes, exemple New York Excelsior 1787, représentaient le phénix. Bien que l'aigle l'ait progressivement remplacé, des représentations du phénix persistent, exemple Capitole. Le phénix original se distingue par son bec, son long cou et sa touffe de plumes. Le revers du sceau montre une pyramide inachevée de 13 rangées de maçonnerie, surmontée d'un œil omniscient dans un triangle maçonnique, un delta, entouré de rayons lumineux. Ce symbole figurait aussi sur des pièces, Nova Constellatio, 1783-1785. Le design initial fut critiqué par des universitaires, exemple le professeur Charles Eliot Norton de Harvard, pour son caractère maçonnique évident. Selon Manly P. Hall, la pyramide de Gizeh est complète lorsqu'un maître maçon se tient à son sommet, devenant la pierre angulaire du temple universel. Ce maître maçon est décrit comme un intercesseur entre ciel et terre, un faux Jésus-Christ incarnant le pouvoir de l'esprit humain et transmettant la lumière de Dieu. Hall affirma que la vérité parvient à l'homme par l'homme via les grandes écoles maçonniques. Le symbole pyramidal est ancré dans la légende atlante d'une université érigée en pyramide. Le sceau américain est perçu comme un emblème de cette nouvelle Atlantide, un continent voué à l'accomplissement du grand œuvre des sociétés secrètes. Sur l'avers du grand sceau, et pluribus unum signifie l'unification des États américains et à terme l'unification des nations en un État mondial. Sur le revers, sous la pyramide, la phrase latine Novus Ordo Seclorum est interprétée par les illuministes comme le nouvel ordre mondial. Ce revers, approuvé en 1782, n'apparut publiquement qu'en 1935 sur le billet d'$1. La devise In God We Trust fut ajoutée au billet en 1957 suite à une campagne et une loi. Le grand plan des sociétés secrètes aurait inspiré Simon Bolivar, libérateur entre guillemets sud-américain et franc-maçon, qui prévoyait l'émergence d'une grande république, America. Après la Révolution américaine, ces sociétés auraient orchestré la Révolution française, 1789-1794, puis tenté la rébellion du whisky aux États-Unis, que le président Washington réprima en dénonçant les sociétés secrètes responsables. La maçonnerie, populaire mais tempérée par le caractère chrétien de l'Amérique, est jugée déiste, athée ou satanique. La nature chrétienne de l'Amérique aurait contraint les sociétés secrètes à modérer leur plan de domination. Adam Weishaupt fonda les Illuminati en 1776, visant à remplacer le christianisme par une religion de la raison. Professeur de droit canon et ex-jésuite, il haïssait l'Église catholique. Influencé par des philosophes radicaux comme Rousseau, les doctrines manichéennes et l'occultisme égyptien, enseigné par un certain Colmer, Weishaupt prônait un retour à la nature, ça fait penser d'ailleurs à Rousseau un peu, considérant la civilisation comme une erreur.
Il défendait l'abolition de la propriété privée, du patriotisme et de l'amour familial pour une famille humaine universelle. L'historienne Nesta Webster critiquait cette vision rousseauiste, c'est ça, de la propriété, soulignant son caractère inhérent et la réapparition inévitable des inégalités. Weishaupt n'a pas appliqué sa philosophie de renonciation à la propriété. Je vous propose de terminer là avec la première partie de cette lecture du résumé de New World Order, The Ancient Plan of Secret Societies. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Vous pouvez retrouver le résumé en PDF dans le lien ci-dessous.